l'épisode en marche. Laine Haniblatt, créez votre séduction. En ce moment, chez Mulder, opération 3 pour 2. Pour l'achat de 3 sachets de râpé, 1 de remboursé pour les sachets de 70, 100 et 200 grammes. Bureautique Gestetner, la force dans votre entreprise. Le club, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur. Ou presque. Moi, je suis très nana. Nana, vous savez, la protection féminine pliée en 3 dans un drôle de petit sachet qui ose se montrer. Hello, de Lou. De Lu. Alors c'est un cookie français. Hello, le cookie made in Lu. Hansaplast. Une gamme de produits contre les petits ennemis. Hansaplast. Pour les petits soucis. Pour les petits bobos. Hansaplast. Offrez-vous toute la panoplie. Pour voir de près, allongez les bras ou portez des lunettes. Chez Optique 2000, votre vue, ça nous regarde. Optique 2000. Oh, il avait faim, le chien. C'est la plante, alors. Mais il avait une pupille. Des bébêtes sur les plantes, ça fait rien, peut-être. Mais c'est qu'il avait bobo, le trésor. La plante, elle peut crever, elle. Voici Ediso. C'est formidable pour les plantes. Ediso, c'est pas fait pour les chiens. Jacqueline Alexandre, soir 3. Matignon, le gouvernement se réunit autour de Jacques Chirac. Il s'est livré à un examen complet de la situation politique et économique. Notre invité dans ce journal, Alain Carignon, ministre de l'Environnement. Iran-Irak, l'interminable conflit. Un reportage de nos envoyés spéciaux sur le front nord-ouest. Football, caisse noire de l'AS Saint-Étienne. L'affaire risque de se terminer en correctionnel pour quelques grands noms du football. Bonsoir. Nouvel épisode de l'affaire Villemain. La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé ce soir l'arrêt de la chambre d'accusation de Nancy. Le dossier Christine Villemain est renvoyé devant la chambre d'accusation de Dijon. Pour Christine Villemain, qu'est-ce que cela va changer, Jacques Bell? Bien, écoutez, Jacqueline, pour Christine Villemain et ses avocats, on peut parler de répit, sinon de victoire. La mère du petit Grégory voulait éviter les assises, elle les évite pour l'heure, mais dans leur arrêt, les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui jugeaient sur la forme et non sur le fond, il faut le rappeler, ont renvoyé la procédure devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de la Côte d'Or, c'est-à-dire Dijon.
Les magistrats ont admis que certaines irrégularités de procédure avaient été commises et c'est un point marqué par les avocats de Christine Villemin. Exemple, un expert n'avait prêté serment que par écrit ou encore un document d'expertise n'avait été signé que par un seul spécialiste. Il y a ainsi trois points qui ont motivé l'arrêt de la Cour de cassation. Le dossier Christine Villemin quitte donc Nancy et ce sera désormais à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon de dire si oui ou non la mère du petit Grégory devra passer devant les assises. Et dans ce cas, ce seraient les assises de Dijon qui auraient à juger le procès de la Vologne. La cache de Vitriologe continue de livrer ses secrets. Vitriologe, où 4 membres d'Action Directe avaient été arrêtés le 14 février dernier. L'expertise balistique a confirmé aujourd'hui que l'une des armes avait servi au meurtre du général René Audran. Pour la première fois en 4 mois, Jacques Chirac a réuni ce matin l'ensemble de son gouvernement à l'hôtel Matignon. À l'ordre du jour, les principaux projets de loi qui seront présentés à la session de printemps. La loi de programmation militaire, le référendum en Nouvelle-Calédonie et l'aménagement du temps de travail. On en retient une volonté commune concernant les réformes en cours sur le plan économique maintenant. L'heure n'est pas à une quelconque relance, mais au renforcement de l'investissement. Jacques Chirac a insisté une fois encore sur la nécessité de l'union de la majorité à 1 an des élections présidentielles. Éric Pierrot. Avant la session parlementaire, le Premier ministre a abordé les sujets qui ont soulevé dernièrement des désaccords au sein de sa majorité. Premier point de divergence sur l'économie. Faut-il, comme le proposent les baristes, relancer l'économie grâce aux capitaux dégagés par les privatisations et relancer l'investissement dans les entreprises par des incitations fiscales? Alain Juppé et Édouard Balladur ont été clairs, il n'y aura pas de relance de la politique économique. Autre pomme de discorde, le code de la nationalité. Certains responsables de la majorité souhaitent que le projet soit supprimé. Le garde des Sceaux ne s'est pas engagé dans cette direction. Dernier point de désaccord, la Nouvelle-Calédonie. Certains responsables de l'UDF voulaient que le gouvernement reporte le référendum prévu l'été prochain. Le calendrier sera maintenu. À Matignon, ce matin, on a souligné l'unanimité du gouvernement sur tous ces sujets. Je dis bien convergence unanime des uns et des autres, et unité des uns et des autres, chacun ayant exprimé ses interrogations, ses désirs ou ses nuances. Mais sur les conclusions, il y a eu accord unanime du gouvernement. Un accord unanime qui a été demandé par le Premier ministre. À 1 an de l'élection présidentielle, Jacques Chirac a souligné une fois encore la nécessité pour son gouvernement de rester solidaire et uni. C'est donc bien aujourd'hui la 4e fois en 4 mois que Jacques Chirac a réuni ce matin l'ensemble de son gouvernement. Notre invité ce soir, Alain Carignon, ministre de l'Environnement. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. On se pose une question. Comment cela se fait-il que vous éprouviez le besoin de vous réunir alors que vous voyez toutes les semaines au Conseil des ministres? Je crois qu'il est tout à fait naturel que le gouvernement coordonne son action, vérifie si, à l'orée d'une rentrée parlementaire, toutes les forces politiques qui composent la majorité sont bien d'accord sur les projets qui sont présentés, s'il y a des objections à faire, s'il y a des amendements à présenter. Et c'est ce que nous avons constaté ce matin, c'est qu'il y avait une large union des forces qui composent le gouvernement et qui le soutiennent pour que la politique du gouvernement, dans le domaine économique, dans le domaine de la protection sociale, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, soit poursuivie. Alain Carignon, vous êtes un jeune ministre RPR, la cohabitation vous découvrez, vous n'avez donc pas de comparaison? Non, pas de comparaison, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la cohabitation a tout de même un effet positif, c'est qu'elle pacifie la vie politique française. C'est un élément, je crois, qui doit nous réjouir. La qualité et la probité des hommes d'État n'est plus remis en cause avec la cohabitation, alors qu'elle l'était très souvent dans le passé. Est-ce que vous avez senti que cela vous rapprochait de certains socialistes, par exemple? Moi, ce que je constate, c'est que notre pays a besoin d'union. Tout ce qui divise dans une période de crise et de difficulté est mauvais. On a souvent vécu sur tout est bon d'un côté, tout est mauvais de l'autre. C'était facile, mais je crois que ça sonnait faux. Or, aujourd'hui, il y a des points d'accord qui sont très nombreux. Premièrement, il y a 2 domaines de la politique du gouvernement Jacques Chirac qui, je dirais, sont des éléments de rassemblement. La politique économique. L'économie est libérée. Elle est libérée et elle est fortement démocratisée. Avec le succès des privatisations, il y a de très nombreux Français qui participent à la vie économique.
Je constate que ces privatisations sont contestées sur les modalités, mais pas dans le fond. Ça, c'est une réforme de société fantastique qui n'est remise en cause par personne. Deuxième élément de rassemblement, la politique sociale, la politique de protection sociale. Tous les Français comprennent que malgré les difficultés, nous voulons l'assurer. Et nous la maintenons. Et nous assurons un filet social aux Français. Le troisième et dernier élément, c'est la défense et la politique extérieure, initiée par le général de Gaulle, contestée au début, et aujourd'hui qui est un élément de rassemblement. Eh bien, moi, j'estime que devant ces trois éléments, eh bien, les socialistes raisonnables, ceux qui ont conservé la culture de l'intérêt général quand ils sont passés au gouvernement, bien, devraient plutôt soutenir le gouvernement, l'aider dans sa tâche. C'est un appel que vous leur lancez au moment où certains d'entre eux disent clairement qu'il faut chasser la droite. Mais, écoutez, je crois que ils ont conduit une politique en 81. Ils ont vu qu'elle contentait les Français et qu'elle affaiblissait la France. Ils en ont changé. C'est tout à leur honneur. Eh bien, aujourd'hui, il y a ceux qui conservent cette culture de l'intérêt général et qui veulent préparer avec nous le grand marché européen de 92. C'est-à-dire préparer le fait que nos lycéens, nos étudiants, nos entreprises, nos salariés vont affronter le grand espace. Il faut que la France soit prête. Jacques Delors disait dimanche, il faut 5 ans d'armistice idéologique. Moi, je suis d'accord avec cela, et cela peut aider le gouvernement. Et puis, il y a ceux qui, comme Pierre Joxe, eh bien, eux, au contraire, au lieu de l'armistice idéologique, ils rallumaient la guerre des mots en attaquant avec violence le gouvernement. Je crois que tous les socialistes qui sont gênés par ces excès de certains d'entre eux, eh bien, je crois que ceux-là peuvent aider le gouvernement dans sa tâche pour faire réussir la France. Monsieur le ministre, très rapidement, le 21 mars, samedi prochain, donc le coup d'envoi de l'année européenne de l'environnement sera donné. Aujourd'hui, vous avez proposé la création d'un observatoire du risque chimique. Est-ce qu'il y a un réel risque de ce côté-là? Les accidents du Rhin et les accidents d'hiver, eh bien, m'ont amené à la conclusion qu'il fallait parfaitement coordonner la politique d'observation du risque. Et j'ai proposé cet après-midi à l'OCDE, et cela a été très largement acquis, qu'il y ait un observatoire international des risques qui fasse que tous les pays industrialisés eh bien, aient le même système d'analyse des risques et le même système d'alerte. Je suis heureux d'avoir été entendu par tous les pays concernés. Merci, l'intervenant. Merci, monsieur le ministre. Une dépêche vient de tomber à l'instant et nous signale que l'OGR vient d'annoncer qu'elle reportait d'une semaine l'exécution de l'otage français Jean-Louis Normandin, qu'elle détient depuis le 8 mars 1986. Elle ajoute que sa décision a été prise notamment à la suite de l'appel du cheikh Fadlallah, guide spirituel des intégristes pro-iraniens du Liban. Il disait ce matin à des journalistes qu'il ferait tout son possible pour que la menace de l'OGR ne soit pas mise à exécution. Nous avons maintenant une correspondance AFP de Nicosie avec Jacques Charmelot. Le cheikh Fadlallah est confiant. Il a la conviction que Jean-Louis Normandin sera épargné et sa parole doit être prise en considération. Cet homme imposant, à la barbe poivre et sel, la cinquantaine trapue, est considéré comme le guide spirituel des intégristes chiites du Liban, ceux-là même qui, dit-on, détiendraient des otages occidentaux. Depuis 3 jours, le cheikh Fadlallah est apparu comme un acteur central dans la course de vitesse qui s'est engagée pour sauver Jean-Louis Normandin. Il a d'abord condamné la prise en otage d'un innocent, et voilà que maintenant, il annonce qu'il multiplie ses efforts pour que ses ravisseurs l'épargnent. Il prévoit même une fin heureuse, alors que l'organisation de la justice révolutionnaire garde, elle, le silence. Nicosie, Jacques Charmelot, AFP Audio. Je vous rappelle que cette communication téléphonique a été enregistrée il y a environ 3/4 d'heure, donc notre correspondant ne savait pas encore que l'OGR s'était manifesté, avait décidé de reporter, je le redis, d'une semaine l'exécution de Jean-Louis Normandin. Aujourd'hui, et pour la 2e journée consécutive, Bassora, la grande ville au sud de l'Irak, a été bombardée par l'artillerie iranienne. On vous a souvent parlé du conflit Iran-Irak, un front qui s'étend du nord au sud sur 1200 km. Pour la première fois, une équipe de télévision française a pu se rendre sur le front nord, où l'Iran vient de remporter une victoire il y a quelques jours. Un reportage de nos envoyés spéciaux Marc Mémon et Pierre Michel. Après la guerre des villes, la guerre dans la montagne, ici dans le Kurdistan. C'est la bataille de Karbala 7. Pour la première fois, le nom de baptême des grandes victoires de l'Iran sur l'Irak est donné à une opération au nord-ouest de la ligne de front. Une bataille menée et gagnée par l'armée iranienne, sans l'appui des gardes de la révolution islamique, les Pasdaran, qui eux continuent de se battre plus au centre et au sud. La preuve, en quelque sorte, que l'armée traditionnelle apporte, elle aussi, une large contribution aux victoires enregistrées par la République islamique.
Conditions difficiles, haute altitude et rigueur de l'hiver, les Iraniens ont marqué il y a une dizaine de jours une étape qui peut être très importante dans l'évolution de la guerre. La bataille a commencé le 4 mars au matin. Nous avons attaqué par surprise les forces ennemies et c'est au bout de 18h30 que nous avons emporté cette position aux Irakiens. Ojamran est à 2519 mètres et contrôle toute la région, d'où l'intérêt stratégique de cette position. Du côté irakien, près de 11 000 hommes étaient engagés dans cette bataille. La frontière irakienne avec l'Iran, c'était ici, il y a quelques jours encore. Aujourd'hui, le village irakien de Khouma Mustafa est maintenant complètement à découvert. Les forces iraniennes ont pénétré à 25 km par la route à l'intérieur du territoire irakien et ont conquis une quarantaine de kilomètres carrés. Les soldats de la République islamique contrôlent la route de Rawan 12, route qui mène à une centaine de kilomètres au champ pétrolier irakien de Kirkouk. La bataille a fait de nombreux morts. Selon les militaires iraniens que nous avons rencontrés, 3000 soldats irakiens auraient été tués ou blessés. Près de 300 soldats irakiens ont été faits prisonniers. Nous les avons retrouvés à une centaine de kilomètres du front, au quartier militaire d'Ouroumieh, ville iranienne, qui a largement souffert des bombardements de l'aviation irakienne. Ils nous attendaient. À mort Saddam, vive l'islam, vive la République islamique. À mort l'Amérique et Israël, à mort la Russie et les ennemis de l'islam. La guerre jusqu'à la victoire. Mise en scène sûrement, même si les prisonniers irakiens sont sans doute sincères lorsqu'ils scandent ces mots d'ordre. À la différence des soldats iraniens, tous en général volontaires et donc très motivés, les soldats irakiens sont des appelés qui partent à la guerre courageusement, mais sans être réellement persuadés de la justesse de leur cause. Prisonniers, il n'est donc pas invraisemblable qu'ils épousent très vite les thèses islamistes. Le moral des troupes iraniennes n'est pas le moindre des atouts pour la République islamique dans cette longue et cruelle guerre du Golfe. Managua, la capitale du Nicaragua, a été l'objet d'une attaque de la part des maquisards antisandinistes, les Contras. En faisant sauter un pylône électrique qui alimentait une partie de la capitale, les Contras cherchent surtout à frapper l'opinion publique américaine. Francine Raymond. Sur le terrain, les contre-révolutionnaires nicaraguayens marquent des points. Les Contras ont lancé 300 opérations commando contre des villages comme ici, à 200 km de Managua, dans le seul mois de février. Les sandinistes eux-mêmes reconnaissent que 2000 guerrieros se sont infiltrés au Nicaragua depuis le début de l'année. Mais les Contras sont-ils capables de renverser militairement l'armée sandiniste? L'opinion publique américaine en doute. Pendant 6 mois, ils ne recevront pas d'aide financière des États-Unis. La semaine dernière, la Chambre des représentants a mis son veto. C'est l'efficacité mais aussi les méthodes de ces combattants qui sont mises en cause à Washington. Ajoutons à cela des dissensions entre les dirigeants des différentes organisations antisandinistes qui n'ont pas aidé à améliorer leur image de marque aux États-Unis. Il y a d'abord eu le retrait du chef de file des militaires, Adolfo Caliero. L'administration Reagan y avait préféré un homme plus modéré, un civil, Arturo Cruz, qui pouvait être entendu à la tribune du Congrès américain. À son tour, Arturo Cruz vient de démissionner. Des départs qui laissent la Contra exclusivement entre les mains des anciens Somoza. Il reste aussi à apporter des éclaircissements sur l'utilisation de tous les fonds versés par les États-Unis ou par d'autres pays à la guérilla antisandiniste. Éclaboussée par l'Iran Gate, la Contra a frappé pour la première fois à Managua hier. Opération sans envergure, mais destinée sûrement à l'opinion publique américaine. Finlande, les élections générales qui se sont déroulées dimanche et lundi ont renforcé la position du Parti conservateur qui talonne désormais les sociodémocrates du président Koivisto. Au vu des résultats enregistrés l'année dernière et qui ne seront rendus officiels que samedi prochain, les sociodémocrates et leurs alliés centristes ont déjà annoncé qu'ils étaient favorables à la constitution d'un gouvernement de large cohabitation avec les conservateurs. Ce serait donc pour les conservateurs un retour aux affaires dont ils ont été écartés depuis plus de 20 ans. Aucun changement profond n'est cependant à attendre de ce recentrage à droite de la politique menée à Helsinki, tant les programmes des partis sont voisins. En Union soviétique, Sergueï Khodrovitch, ancien responsable du fonds Solzhenitsyn d'aide aux prisonniers politiques en URSS, a été libéré ainsi que 8 autres dissidents au cours de ces derniers jours. Cela porte à 87 le nombre des prisonniers de conscience remis en liberté dans ce pays depuis début février, selon le décompte réalisé par Andrei Sakharov.
Les messageries roses, où peuvent se nouer des relations libertines, posent un véritable problème au PTT. L'anonymat aidant, la prostitution est de plus en plus courante sur les réseaux. Les PTT qui perçoivent et reversent une partie du prix de liaison Minitel sont gênés par cette complicité involontaire. Philippe de Savski. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. La publicité coûtant cher, c'est donc que le produit rapporte. Et les pubs sur les messageries Minitel ne cessent de fleurir à travers la France. Selon les statistiques des télécoms, une conversation Minitel dure en moyenne 7 minutes. L'an dernier, il y a eu 14 millions d'appels. À 1 franc la minute, cela fait au total un chiffre d'affaires de 98 millions de francs. Là-dessus, les PTT prennent un petit 40% de commission. Le reste va aux serveurs et annonceurs. Un super pactole donc pour les PTT et leurs partenaires. Mais voilà, la prostitution risque de salir cet argent. Au hasard des pseudonymes, on y trouve de plus en plus souvent des propositions très surprenantes. Ces dames cherchent monsieur contre argent, par exemple, c'est clair. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous disons à ces personnes que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de commerce et nous leur demandons donc de ne plus apparaître comme ça. Reste que si les messageries contrôlent en effet les pseudonymes, elles ne peuvent contrôler les dialogues. Et là, tout est possible. Alors si un réseau de prostitution infiltrait une messagerie, celle-ci pourrait être accusée de complicité, à condition bien sûr que l'on puisse prouver le caractère évident de ce réseau. Tout cela est décidément bien loin des dialogues angéliques. Déshabillez-vous. Installation aujourd'hui à Paris par Madame Barzac, ministre de la Santé, et Monsieur Aurillac, ministre de la Coopération, d'un comité d'experts pour aider à la lutte contre le sida en Afrique. Ce comité, animé par le professeur Pompidou, est composé de 9 personnalités du monde médical. Il aura pour mission d'établir des contrats de coopération avec les pays africains qui en feront la demande. 17 millions de francs de crédit seront affectés à cette aide en 1987. Football. En sommeil depuis 2 ans, l'affaire de la caisse noire de l'AS Saint-Étienne rebondit aujourd'hui. Au terme d'une instruction qui aura duré près de 5 ans, Robert Herbin, l'entraîneur, Michel Platini, le capitaine et 9 autres joueurs de l'équipe devront comparaître devant le tribunal correctionnel. Aujourd'hui, la chambre d'accusation a estimé que tous ces joueurs ne pouvaient ignorer la provenance de l'argent liquide qui leur était versé. Une enquête d'affaires 3 Lyon. Voici donc les 11 inculpés et les sommes occultes touchés par chacun d'entre eux. Patrick Battiston, 116 350 francs. Jean Farison, 178 814 francs. Gérard Janvion, 964 780 francs. Bernard Lacombe, 115 000 francs. Jean-François Larios, 1 100 000 francs. Christian Lopez, 285 000 francs. Osvaldo Piazza, 325 399 francs. Michel Platini, 880 000 francs. Robert Herbin, 623 222 francs. Ajoutons Jacques Dimaco, 108 000 francs. Raoul Noguès, 112 500 francs. A noter que 2 autres joueurs font actuellement l'objet de poursuites, Bernard Gardon et Dominique Battenet. La bourse de Paris était encore aujourd'hui en très légère baisse. En revanche, le dollar a accusé une chute assez sérieuse. Voici la chronique financière de Martine Thiebaud. Le dollar s'est effrité sur toutes les places européennes ce matin, en chute de 4 centimes à Paris. Il a fait preuve d'une meilleure résistance à New York que dans l'après-midi. Très bonne tenue du franc, notamment contre un Deutschmark en baisse. Bonne résistance à la bourse de Paris aujourd'hui, qui ne s'est pas trop laissé impressionner par la chute du dollar et la morosité de Wall Street la veille. Le marché a retenu le ralentissement de l'inflation en février, qui relance l'espoir d'une baisse des taux. Mais prudence, le marché s'essouffle. Bon en avant à Wall Street après sa pause technique, séance crescendo, portée par la remontée des prix pétroliers, certes. Mais le marché n'a pas manqué d'enregistrer une nette amélioration dans la construction individuelle, avec une progression de 2,5%, c'est la meilleure performance de cet indice depuis 10 mois. L'étonnant retour de Jean-Paul Belmondo sur les planches, le succès qu'il remporte chaque soir au Théâtre Marigny pour sa performance dans King, ne doit pas faire oublier qu'il est toujours l'acteur de cinéma le plus populaire en France. À partir de demain,
Vous pourrez le voir dans le rôle d'un personnage tout à fait nouveau dans le film de Jacques Deray, Le Solitaire. Le titre de ce film est entouré jusqu'à ce soir d'un mystère absolu. Bonsoir. J'ai eu un malaise. Commissaire. Tiens, ouvrir le coffre. Henri Chapier, c'est comme au théâtre, un Belmondo nouveau dans le film de Jacques Deray. Ben oui, d'ailleurs, j'ai regardé votre réaction pendant l'extrait et vous m'avez tout de suite demandé s'il y avait aussi des cascades. Eh bien non, cette fois-ci, il n'y en a pas. Évidemment, c'est notre Belmondo, il ne va pas devenir figé tout à coup. Mais c'est nouveau, et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, c'est un rôle vraiment d'acteur, comme il les aime, comme il les a d'ailleurs interprétés autrefois. Souvenez-vous de Léon Morin, prêtre, par exemple. Il y avait longtemps que Belmondo, grâce à la complicité qu'il a avec Deray, voulait prouver qu'au cinéma, il savait qu'il pouvait faire autre chose. Alors c'est assez curieux, parce que je pense que c'est le jour où il a rencontré Jacques Deray pour ce film de Solitaire. Il a beaucoup aimé ce sujet-là, et peut-être que c'est là qu'il a décidé, en réalité, de remonter sur les planches. Pour revenir au film, c'est une histoire, évidemment, d'action, de suspense, mais derrière cette trame policière, il y a autre chose. Il y a une relation avec un enfant. En réalité, l'histoire du film, c'est qu'il venge, il est dans la police, il voulait quitter la police. Et puis, brusquement, lors de sa dernière enquête, eh bien, son meilleur ami est mort. Bon. Et il lui laisse l'enfant, cet enfant, qui a 10 ans, et qui n'est jamais traité par Belmondo comme un petit jouet, comme un môme. Il y a là vraiment l'apprentissage de la vie de cet enfant fait par Belmondo, une chose assez rare, si vous voulez, qu'on n'a jamais vu Belmondo dans ce genre de rôle. Et c'est par là qu'il est nouveau, je crois. Et évidemment, Belmondo, il a plusieurs cordes à son arc, et je crois qu'en ce moment, le public attend toutes sortes de choses nouvelles de lui. Donc on est très content, à la fois au cinéma et au théâtre. Je crois que vous direz pendant le week-end, et si je me suis trompé, vous me le direz. Non, j'irai. Une vague de froid tout à fait exceptionnelle sévit depuis plusieurs jours sur la Grèce, avec même des chutes de neige. Le sud de la Grèce, le Péloponnèse, est lui aussi touché par cette vague de froid inhabituelle qui a déjà fait 48 victimes. Vous voyez là des images qui ont été prises en Italie, où le froid est allé aussi. Des images assez exceptionnelles et assez rares en Italie. La météo en France, on a plutôt de la pluie qui va s'intensifier et n'épargnera que le quart sud-est du pays. À ces pluies succéderont des giboulées de grêle ou de neige entrecoupées de petites éclaircies. Ce temps très instable s'installera sur les 3 quarts du pays au cours de la journée de demain. Les vents de nord-ouest souffleront en forte rafale près de la Manche et de l'Atlantique. Les températures demain prévues à 7 heures, voisines de 0 degrés sur le nord-est et le centre, 3 à 5 degrés sur la moitié sud et 4 à 8 degrés sur la moitié nord. Je vous rappelle les principaux titres du journal, en particulier ce que nous avons appris en cours. Le journal L'Augière repousse d'une semaine l'exécution de l'otage Jean-Louis Normandin. Matignon, Jacques Chirac demande à ses ministres une solidarité sans faille. Affaire Grégory, un pas de plus vers les assises de Dijon pour Christine Villemain. Caisse noire de l'AS Saint-Étienne, Michel Platini et ses anciens coéquipiers risquent le tribunal correctionnel. Ce journal est maintenant terminé. Prochain rendez-vous d'actualité demain, FR3 première à 12h15, présenté par Émilie Rafoul. 12h20, Henri Chagnier, Guylaine Ottenheimer. Je vous retrouverai pour ma part à 22h45. Bonsoir. La détection précoce des cancers est la meilleure chance de guérison.
L'ARC va créer avec vous le premier centre européen de recherche appliquée au dépistage. Oui, le dépistage est l'arme indispensable pour relever le double défi. Enrayer la progression du nombre de décès par cancer, augmenter le nombre de malades guéris. Avec l'ARC, participez nombreux à la campagne nationale de lutte contre le cancer. ARC, boîte postale 300, Villejuif Cedex. Partout en France et dans le monde, les rédactions des radios locales, les envoyés spéciaux permanents et la rédaction de France Inter sont en liaison constante avec l'équipe info du matin. L'équipe info du matin. Allez l'info. Salon nautique Atlantique du 19 au 23 mars, Saint-Herblain, Nantes, CHU Nord. Il court, mon express, il est passé ce matin, il repassera tantôt. Votre express, le transporteur qui passe 2 fois par jour. Il est passé à la ville, puis à la campagne ville. Votre express, le transporteur qui dessert toutes les localités de votre département. Il dessert les commerçants, entreprises et artisans. Votre express, le transporteur qui vous relie 2 fois par jour à tous vos clients. Dans votre département, votre express. Il court, votre express, il est passé ce matin, il repassera tantôt.